Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live ou dans ce replay. Bonsoir Greg. Salut. Merci à tous d'être là. Alors, on se bouge ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Mesdames et messieurs, donc j'ai l'honneur, le privilège de recevoir ce soir Greg Tabibian. Salut. Salut tout le monde. Voilà, je suis super contente en fait, parce qu'il fait partie de mes youtubeurs préférés. Et c'est un honneur aussi voilà, de le recevoir ce soir. Donc c'est un petit peu... Tu prends plein de compliments, tu as vu? Oui, bah, c'est très gentil, merci beaucoup, merci. Donc ce soir, vous allez découvrir Greg Tabibian. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est donc youtubeur, comédien et également écrivain, parce qu'il a commis, entre guillemets, ce livre. Bonsoir à tous, hein, je ne peux pas citer tout le monde, merci à tous ceux qui y sont arrivés, à Ma Bienveillance, à Mamounette, à Michel, ainsi qu'à Vérité Toi. Il a donc écrit ce livre, on va en parler ce soir. Comment vas-tu, Greg, déjà là? Ça va, je suis content de retourner dans ce quartier, qui est le quartier où j'ai fait une bonne partie de ma fin d'adolescence et de début de mon âge adulte, où j'ai passé des heures J'ai passé des heures dans ce quartier. On est vers Montparnasse, on n'est pas Voilà. très loin, voilà, vers la rue de Rennes. Ça fait bizarre de revoir tout ça des années après. Bon, bah, c'est de bons souvenirs. Oui, essentiellement. C'est beaucoup trop de souvenirs pour qu'il n'y ait que des bons, mais c'est des souvenirs. D'accord. Alors, on va demander à tous de partager ce live. Hop, on y va, c'est parti. Alors, nous sommes donc dans un climat actuellement anxiogène, où les anxiolytiques ont remplacé le pisse-mémé qu'on prenait avant d'aller dormir pour se détendre. Nous sommes dans un monde qui ne tourne pas vraiment rond et au contraire qui marche plutôt sur la tête. Et dans une société qui part plutôt en live, voire en courgette, où en fait on se demande un petit peu où on va. Alors, dans ce monde ténébreux, dans ce brouillard, il existe des lumières, des petites étincelles, des gens qui sont là, qui éclairent un petit peu cette pénombre. Et Greg fait partie de ces hommes et de ces femmes qui se servent de leur cerveau, pour dire des choses intelligentes et sensées sur l'actualité. Non mais je te dis les choses. Et en plus avec humour. Donc Greg, en fait, on va commencer simplement par la genèse du projet, juste pour te connaître un peu mieux, parce que les internautes qui arrivent ne te connaissent peut-être pas, ils te disent bonjour, ils te saluent, voilà. Et est-ce qu'on peut avoir la genèse à la fois de Je suis pas content, qui a commencé en 2014, si je me souviens bien, si j'ai bien... voilà. Ouais. Et la genèse de ce livre. Alors la genèse de Je suis pas content, elle est simple. Je regardais déjà beaucoup de chaînes sur YouTube. J'étais en train d'écrire un spectacle que je voulais orienter vers une critique de la société. Un spectacle parce que je suis humoriste de formation, je faisais des spectacles sur scène, mais je jouais devant 10-15 personnes. Et puis j'ai fait quelques vidéos en prenant des bouts de sketch qui devaient servir un peu de teaser, comme on dit. Et puis dès la troisième a fait un énorme succès. Ça avait été retweeté ou partagé par l'équivalent du JT de TF1 en Tunisie. Ah ouais. Ça avait attiré pas mal de gens, voilà. Et puis on s'est retrouvé très vite avec dizaines de milliers de gens. Et je me suis dit, est-ce que du coup, vu que c'est un peu le plus dur à faire de percer ce petit cap-là, vaudrait mieux pas sacrifier ce spectacle, faire un peu un an de chronique, un an de choses, quitte à décaler. C'est ce que j'ai fait, j'ai décalé. Et puis ça a pris comme ça en fait. Ça a pris. Pourquoi ça s'est appelé Je suis pas content, j'en ai aucune idée. Sorti comme ça. Oui, t'as un côté un peu râleur naturellement. Oui, je trouvais que ça représentait un peu ça représentait ça, le coup de gueule à la française, mais bon, fallait choisir quelque chose à un moment, et puis ça aurait pu être ça aurait pu être autre chose. Et puis la jeunesse du livre, c'est tout simplement un projet que m'a proposé une consoeur youtubeuse, Tatiana. Écrire ensemble quelque chose. C'est plus elle qu'à la rédaction. On a pensé les choses. C'est marrant parce que quand on lit, on a l'impression de t'entendre. Hein. Donc c'est marrant que votre écriture, elle soit. C'est écrit dans un style très oral. Ouais. Très oral. Et donc du coup, on a cette impression-là. Et on l'a écrit, on l'a fait, on l'a sorti chez Plomb après pas mal de péripéties, il faut quand même le reconnaître, mais on y est arrivé. Alors, est-ce que tu peux dire quand même globalement l'angle de la spécificité de tes vidéos pour qu'on comprenne après l'origine du, le pourquoi du bouquin? Ce sont des revues d'actualité faites par un humoriste, donc on n'est pas sur un niveau d'écriture qui est celui d'un spectacle que tu travailles pendant un an, mais comme beaucoup de confrères qui sont à la radio, qui sont à d'autres endroits, j'essaie de proposer une lecture humoristique de l'actualité politique sans m'astreindre à l'obligation de faire des blagues. C'est pourquoi il y a des épisodes qui sont plus drôles que d'autres où je vais pouvoir prendre 10 minutes pour analyser un sujet parce que j'ai envie de l'analyser. Puis souvent je vais faire une vidéo à côté parce qu'il y a plusieurs formats, il y a des vidéos sérieuses et des vidéos humoristiques. Celles qui marchent le mieux, les Je suis pas content. Même si voilà, c'est pas toujours humoristique. Puis c'est surtout, même quand ça l'est, parfois difficile de rire d'une situation dont on s'aperçoit qu'on la vit quand même quotidiennement. Voilà.
Donc ta spécificité, moi je dirais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est de l'actualité politique, de l'analyse politique, assez tranchante. C'est sur le coup de gueule qui sont tranchants parce que dans les analyses, je suis assez modéré Ouais, en règle générale. Mais Je suis très modéré, je trouve, dans les analyses. Enfin, je suis modéré. Je cherche et j'affirme ce que je cherche avec peut-être des certitudes, j'en sais rien, mais je trancher. Qu'est-ce que tu veux dire par trancher? C'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément tout le temps. Voilà. Et c'est ça qui fait que. Il n'y a pas de langue de bois. C'est que du coup, ce sont des choses effectivement qu'on n'entend pas, des analyses qui sortent du lot, ça c'est clair. Il n'y a pas du lot de ce qu'on voit à la télé, mais pas forcément de ce qu'on voit. Je dirais que sur Internet, je suis un modéré, moi. Je suis un extrémiste à la télé, mais je suis un modéré en termes d'Internet. C'est juste que moi, j'ai la chance de pouvoir travailler sans producteur, sans sponsor. Alors, c'est sûr que ça fait pas forcément les mêmes fins de mois, mais aussi, c'est pas la même liberté sur l'écriture et sur ce qu'on veut dire. Il y a pas, on va pas m'interdire de mettre quelque chose dans une chronique. En tout cas, moi, perso, je suis beaucoup l'actualité avec tes vidéos et quand elles tardent un peu... Ah là, il y en a une qui est sortie tout à l'heure. J'étais à la depuis une semaine. Ça va. Et je reprends là. Franchement, c'était un peu dur. Non, je vais reprendre. Il y a eu des mois où il y a eu quand même... Bon, moi, je te connais depuis l'affaire Benalla. Merci, Alexandre. D'accord. Et c'est vrai là, c'était la période, il y en a même des fois, il y avait 5 par semaine. Voilà, c'était du grand... Non, mais ça s'arrêtait plus, c'était infini. Voilà. Donc à un moment, je me suis calmé aussi. Mais du coup, il y a des périodes où effectivement, bon, voilà, on devient un peu addict, c'est ça le problème. Une période où on a bien tous bossé gratuit pendant 3 mois aussi. Hein. Parce que tout ce qui traitait de Benalla, il n'y avait aucune monétisation de YouTube. C'est un sujet qui était considéré démonétisé par YouTube, donc on a tous fait les piges gratuites sur Benalla. Ouais. Tous. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc, avec Tatiana, vous dites, notre voix ne porte pas assez sur YouTube, on écrit un bouquin, enfin qu'est-ce que... Non, notre voix porte assez sur YouTube. Ouais. Notre voix ne porte pas assez en dehors de YouTube. Voilà, donc vous voulez sortir de YouTube. D'où le fait d'aller dans une maison comme Plomb, ce qui est le seul intérêt factuel qu'on y ait, parce que financièrement, c'est se couper de recettes potentielles. Mais justement, le but, c'était plutôt ça, c'est de sortir de YouTube plutôt... Justement, non, sur YouTube, ça va. Ça pourrait être beaucoup mieux, mais ça va. Sortir donc pour pouvoir toucher peut-être d'autres gens qui rejoignent vos constats. Parce que le constat que vous faites dans ce livre, parce que déjà le titre, on se dit quand même, c'est chaud. Je vais faire un peu de provoque, mais est-ce que c'est pas un peu trop facile de dire tous pourris? Parce que c'est un peu ça le constat que vous faites. Il faudrait qu'ils arrivent à nous démontrer l'inverse. Je ne dis pas que tous les politiciens sont pourris, je dis qu'à partir d'un certain seuil de responsabilité, c'est-à-dire d'un certain statut dans l'échelle de titres qu'on peut avoir dans cet état, ils deviennent nécessairement corrompus ou finissent par en croquer ou finissent par se renier. Ah, tu veux dire qu'à un certain Je dis que les maires de village ne sont pas le problème, voilà. Je dis qu'il y a même des préfets très bien, je dis qu'il y a des gens très bien, mais je crois que les gens qui ont un minimum de conviction, on en a à chaque gouvernement, à chaque nouveau gouvernement, on les voit partir dans la première année ou dans la deuxième année, et c'est souvent comme ça que ça se passe, et il ne reste irrémédiablement que les enflures et les collabos qui vont remplacer les gens bien qui étaient partis. Ou les gens qui avaient des convictions. Donc difficile. Comment faire alors pour dire jusqu'ici tout va bien? Et bien justement, on va en parler de la question de l'action, parce que c'est bien beau de décrire et de constater, mais après il y a la question de l'action. Ils finissent tous par vendre leur âme. Donc on est d'accord qu'il y a des politiques dans les mairies, etc., qui agissent quand même pour le bien commun. Non, mais puis peut-être même au-dessus, il y a eu des gens très bien, mais ce que je veux dire, c'est que oui, à un moment, quand tu es dans une échelle où tu agis réellement, tu es obligatoirement, tu finis par être, je pense, corrompu par quelque chose. Quand tu as un niveau de responsabilité qui est celui de Marlène Schiappa, qui consiste à faire de l'autopromo pour ses bouquins et à répéter les phrases creuses que ses équipes de com lui écrivent, parce que c'est un bot, elle n'existe pas vraiment, je pense. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas elle, il y en a 500 derrière qui ont le même profil, le même logiciel, le même langage, j'ai presque envie de dire le même physique, tout. Dans notre société, on produit des milliers des comme ça. Tu veux pas nous faire Marlène? Non, je le ferai plus tard. Mais c'est vrai que j'aime bien l'imiter parce qu'elle parle un petit peu comme ça. C'était sur Skyrock, c'était les nanas superficielles de la jeunesse des années 90, quoi. Mais quand t'as une vraie fonction où tu agis sur la société, tu finis par te confronter à ceux qui ont des intérêts à ce que cette société n'évolue pas ou bouge dans un sens particulier. Et là, il y a conflit. Mais quand tu gères les campagnes de promotion contre le harcèlement ou le manspreading ou
je ne pense pas que tu rentres en conflit avec énormément de gens. Oui, non, mais c'est ça. Tu peux conserver ton intégrité, voilà, peut-être conserver son intégrité. Je pense que Marlène Schiappa, son problème n'est pas la corruption, son problème est un simple problème mathématique de QI. Enfin, elle est bête, elle est factuellement bête cette personne. Bon, ça c'est fait. Ah, mais, indépendamment des positions qu'elle défend, il suffit d'avoir dans tous ces débats contradictoires, elle se fait littéralement massacrer. J'en avais même caricaturé dans une vidéo en disant qu'elle est tellement mauvaise que même quand elle répète devant sa glace, elle arrive à se prendre une tôle parce que elle perd des duels du point de vue de la rhétorique face à Jean-Claude Van Damme. Ah oui. Il y a un problème. C'est-à-dire que c'est pas. C'est intéressant. C'est ça le souci. Alors, Bienveillance qui nous demande pourquoi bascule-t-il du côté obscur? Pourquoi cette corruption? Pourquoi est-ce qu'ils sont tentés par. Parce que je pense qu'il faut distinguer un peu, comme disait Sartre, la mauvaise foi et l'autotromperie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils se regardent dans le miroir et qui savent très bien que par appât du gain, que par appât de... Parce que tu n'as pas envie de perdre un salaire avec les intérêts que ça donne, que tu n'as pas envie de perdre une position, que tu n'as pas envie de perdre l'illusion d'avoir une réussite et une conquête du monde. Ceux-là sont dans la mauvaise foi et se voient dans un miroir et savent qu'ils se mentent. Et puis il y a après l'autotromperie, ce qui est le degré au-dessus de la mauvaise foi, où les gens se réveillent en étant persuadés qu'ils font le bien et partent dans un délire où le pouvoir les a rendus peut-être un peu fous. Macron est dans cette catégorie? Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui l'a rendu... En tout cas, je pense que le pouvoir a transformé sa mégalomanie peut-être en une certaine forme de pathologie. En tout cas, merci d'être là parce qu'il est en train de parler, Emmanuel Macron, ce soir. Oui, donc, il a fini là peut-être, non? Je ne sais pas s'il est encore en train de parler. En tout cas, merci d'être là et de ne pas regarder Emmanuel Macron et de regarder plutôt Greg Tabibian qui, sait, un jour peut-être aura un poste à responsabilité, on ne sait pas. Ah non, le mal se fait passer pour le bien. Le pouvoir l'a rendu con, c'est fini, il a fini. Ah, il a fini. Ok, bon alors revenez tous, venez tous. Il a fini. Non, mais... Parce que non, mais la suite, elle est là en fait. La suite, elle est en train de s'écrire avec des gens comme toi. Il n'y a que pour les maires qui parlent 7 heures, même pour nous, qu'est-ce que tu veux qui nous parlent 7 heures. Ouais. Donc du coup, le constat plombant, voilà, c'est ce que vous faites dans le bouquin. Et alors du coup, question, mais la question voilà, de la solution, de la suite, de qu'est-ce qu'on fait, de comment on bouge, de qu'est-ce qui se passe après maintenant, une fois qu'on a constaté et qu'on est tous d'accord. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on ait d'abord, je pense, une reconquête. Alors là, par exemple, je ne vais pas parler au nom de nous deux, je vais vraiment parler au nom de ce que je pense. Je pense qu'il faut qu'on réinvente un certain nombre de méthodes de lutte sociale. C'est-à-dire la façon dont on va envahir l'espace, et qu'aujourd'hui le numérique fait qu'il y a d'autres espaces à envahir prioritairement qu'un rond-point entre Charonne et la rue de Rennes. Il y a des choses qui sont beaucoup plus pertinentes aujourd'hui à faire. Je pense qu'il faut qu'on se sépare du mythe du pacifisme, comme quoi une posture pacifiste nous permettrait de changer les choses. D'accord, alors là on va peut-être pas être tout à fait d'accord, mais sur envahir l'espace, attends, tu peux développer ou tu vas développer ensuite sur envahir l'espace? Non, je peux développer maintenant. Non, mais sur la question du premier point sur l'espace. Bah, par exemple, aujourd'hui, même sur le pacifisme, c'est lié en fait. D'accord. C'est-à-dire que je reste persuadé que si Macron a commencé à avoir un peu peur, s'ils ont eu peur, c'est pas le nombre, c'est la violence. Ça va pas plaire à on a été beaucoup plus nombreux, moi je suis de la génération du CPE, on était beaucoup plus nombreux au CPE. Ce qui a fait peur à Macron, c'est la violence. Et cette violence-là, qu'on a eu tendance à considérer comme étant illégitime d'un point de vue moral, absurde, est la seule chose qui leur fait peur. Aujourd'hui, les gens qui maintiennent cette violence, qu'on peut condamner ou non, ils sont présents sur les ronds-points. Et le gouvernement a raison quand il dit qu'une majorité des gilets jaunes ne sert plus à rien. Et ces gens pourraient très très bien aller occuper d'autres espaces. Par exemple, aujourd'hui, tu regardes les résultats des votes des dernières présidentielles. Tu regardes les courbes d'audimat des émissions de télé. Tout se joue là. Tous les politiciens sont tous les matins sur toutes les chaînes de radio à se partager la parole publique. Et puis il y a des gens qui appellent, et puis qui sont triés pour poser des questions, qui ne font pas de remous. Puis à chaque fois que tu en as un qui ment un peu à la secrétaire, il passe, il pose sa question, ça fait le buzz 3 semaines et les gens sont choqués, le mec perd 5%. C'est ça qu'il faut multiplier. Il faut... qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'on soit... Multiplier l'occupation totale du terrain médiatique. La présence sur tous ces genres d'émissions, on va dire, populaires, entre guillemets. Toutes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est le plus efficace? Qu'il y ait 200 personnes qui, tous les soirs, monopolisent complètement et prennent le contrôle, par exemple, de chez Hanouna, qui va toucher des millions de Français par semaine, ou se mettre à 3-0 de plus à occuper un rond-point. Ouais. C'est la question aussi. On nous signale justement qu'il y a un rassemblement Gilets jaunes suite au discours de Macron. Alors sans doute peut-être... C'était à l'Élysée, j'imagine. Bon, c'est possible qu'il ait eu ça en ce moment. Donc toi, ton invitation, la première, si j'entends bien, c'est vraiment occuper l'espace médiatique, mais médiatique mainstream. Ah oui, il faut les terroriser. Okay. C'est-à-dire que dès qu'ils vont
arriver sur un plateau de radio à leur petite matinale chez Patrick Cohen qui vont être contents. Il y aura du filtre au Il standard. faut qu'ils... Oui, mais si tu as 2000 personnes qui appellent, il n'y a pas de filtre possible. D'accord. Et qui vont tout arriver, tout avec des prétextes bidons, et qu'ils seront obligés de se couper, de se mettre dans des bunkers et de montrer ce qu'ils sont, c'est-à-dire des dictateurs. Et qu'ils ne jouent pas ce faux jeu de la question-réponse. Alors qu'à chaque fois qu'ils s'adressent aux gens, on va lui dire « Mais qu'est-ce que vous foutiez avec une mallette en tel pays, en Côte d'Ivoire, en 2013, etc. » Mais est-ce que vous... Et le mec, il va t'envoyer chier, mais quelqu'un va rappeler après, et ce sera sans fin. Il faut qu'ils voient... En fait, ce qui leur permet de prendre 20% à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, doit être ce qui doit leur en faire perdre 20%. Et que là, tu peux les décrédibiliser. Et je pense qu'il y a une reconquête de ce terrain médiatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a assumer qu'il y a une part de violence dans toute reprise de pouvoir, assumer que plein de choses par rapport à notre identité, notre héritage, par rapport au fait que nous avons énormément de choses que nous ne comprenons plus dans ce que doit être le fonctionnement de la loi et de l'État, et que nous considérons comme normal, alors que ce sont des anomalies. Le simple fait aujourd'hui qu'on nous vante la morale en politique est une anomalie. Macron dit tout le temps qu'il agit au nom de sa morale, on nous vend tout le temps qu'ils sont des individus moraux, on n'arrête pas de dire qu'il n'a pas de morale. Le problème de Macron, c'est pas qu'il n'a pas de morale, c'est qu'il en a une. Mais qu'il est incapable de faire ce que Richelieu avait constaté comme étant le préalable à tout bon exercice du pouvoir, séparer sa morale privée de sa morale publique. Je m'en fous qu'il agisse au nom de sa morale privée. Je m'en fous qu'il ait de la morale. Ce que je veux, c'est qu'il ait une morale publique, c'est-à-dire l'intérêt de la majorité. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus que des politiciens qui, même pas se déguisent, cachent leur morale personnelle derrière la morale publique. Ils revendiquent qu'ils agissent au nom de leur morale, ce qui est une anomalie complète, déjà du fonctionnement de nos institutions, depuis qu'elles existent. Les rois n'agissaient pas au nom de leur morale. De Gaulle n'agissait pas au nom de sa morale. Ce sont pas des... Elles guident leur action. Bien évidemment, parce que nous sommes des individus moraux. Mais c'est pas au nom de ma morale, c'est pas je suis socialiste, je suis pour le progrès, je suis pour ça, donc l'État et la société sera ça. Ça a été François Hollande pendant 5 ans. Macron, c'est pareil. Je suis libéral, jeune, dynamique, je crois en ceci, je crois en cela, donc la société doit être comme ça. Non. Pourquoi Louis XVI me manque? Il y a pas mal de commentaires, j'essaye de... Oui, Louis XVI nous manque à certains, oui, je voudrais rappeler ce que disait Rémi Gaillard. Il y a Furax qui nous a dit, est-ce que tu connais les actions des Gilets jaunes 91 constituants qui visiblement ont mené pas mal d'actions? Non. Donc éventuellement, on nous dit un petit peu plus les choses. Et Bienveillance qui demande, mais comment concrètement s'organiser? On a quand même tous les outils. Hein. Bon, malheureusement, je crois qu'on a quand même laissé un gros coche passer. C'est-à-dire Internet comme outil de résistance et d'auto-organisation, là ça commence à être la fin. Donc il va falloir trouver des solutions alternatives. Pourquoi tu dis que c'est la fin? Parce qu'Internet n'est plus l'espace de liberté qu'il Ah oui, était. parce qu'on vient de censurer chaque fois que tu dis un c'est truc. Terminé. Les Gilets jaunes quand même continuent à s'organiser grâce aux réseaux sociaux quand même. Oui, bien sûr. Ils y arrivent entre eux, mais petit à petit. Regarde là, l'article 13 a été voté il n'y a pas longtemps. C'est progressif, mais ça devient déjà le web des années 2000. Pas le web des années 2010 et encore moins le web de la fin des années 2010. Hein. C'est dramatique de changement. Furax nous dit c'est le système en entier qu'il faut changer. Là-dessus, je pense qu'on est quand même d'accord sur le principe. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien dans le bouquin, c'est que tu dis finalement, on se rend compte que peu importe nos opinions politiques, il y a quand même quelque chose de commun qui nous rassemble, c'est ce constat que ça va pas du tout et qu'on va dans le mur. Donc, et ce qui est formidable, ce que tu dis aussi, c'est qu'on a recommencé à se parler. Et à se dire. On a commencé à se parler. C'est ça qui est énorme. Enfin, quelque part, c'est déjà presque une victoire. Enfin, moi, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ouais. On le trouve à la Fnac, le livre. Oui, je pense que. Oui, on le trouve à la Fnac. On le trouve partout. Ouais, vous avez un sacré diffusion parce que même dans ma petite librairie de quartier, il y était. Il y a beaucoup de libraires qui ont refusé. Il y a des libraires qui l'ont donné. Il y a des libraires qui l'ont. Voilà, c'est variable. Alors, on va pas être d'accord, mais c'est pas grave. Oui, J'aimerais bien que tu développes la question de la question de la violence nécessaire et du pacifisme parce que moi, vraiment, pour moi. Je suis convaincue que c'est ça qui permettra de faire basculer. Parce que le pacifisme. Mais je voudrais être pacifiste. Mais je ne vois aucun exemple de révolution pacifiste qui ait marché dans l'histoire. Mais alors, moi je connais mal l'histoire de Gandhi et de Martin Luther King, mais c'est quand même. Alors, c'est drôle ce que tu dis. Je cite forcément les grandes figures, machin, etc. Alors, mais je n'ai pas suffisamment creusé. On va le faire ensemble. C'est drôle que tu dises Luther King et Gandhi parce que ce sont deux des 4 exemples qui sont systématiquement donnés comme argument que le pacifisme aurait des succès. Parce que on reviendra sur Axe là-dessus. Hein. Mais vas-y, oui. Rechercher l'ensemble des échecs du pacifisme peut prendre des heures. Donc moi je veux bien aller d'une démarche plus simple. Recherchons quels sont ses succès. En général on t'en donne 4. On te donne l'Inde, on te donne Luther King, on te donne la fin de la guerre du Vietnam et on te donne d'autres. Mandela. Voilà, ouais, bon.
Alors attends, il faut arrêter 2 secondes. Sur l'Inde, à chaque fois qu'on arrive à te dire qu'effectivement un mouvement pacifiste a réussi à obtenir une victoire politique, c'est uniquement dans le cadre d'une lecture historique biaisée. C'est-à-dire c'est une orientation volontaire, une interprétation volontaire qui tend à mettre de côté un certain nombre de faits historiques pour valider une histoire. Si tu regardes l'Inde, effectivement, Gandhi a été vu comme la colonne vertébrale du pacifisme indien. Ils ont été tous massacrés, 10 ans plus tard, ils ont eu leur indépendance. Mais qu'est-ce qui te permet de dire que c'est le pacifisme de Gandhi qui a provoqué la décolonisation? Au fur et à mesure, c'était des milliers Qui de se gens. faisaient massacrer les uns après les autres. C'est juste qu'on peut avoir d'autres théories. On peut estimer que l'Angleterre exsangue après 2 guerres mondiales de ses soldats n'a absolument plus les moyens de maintenir son empire britannique et qu'ils essayent de mettre en place des stratégies pour arriver vers un néocolonialisme de façade, ce que beaucoup d'écrits semblent attester. Tu as aussi le fait, par exemple, qu'ils voyaient que les mouvements arabes étaient en train eux beaucoup plus violents, de leur faire peur et qu'ils ne voulaient pas que ça s'étende en Inde. Je rappelle que si Gandhi était aussi la colonne vertébrale du mouvement, il y a eu énormément de gens qui ont pratiqué le terrorisme d'État pour soutenir la cause de Gandhi à côté aussi. Et qu'en 1938 et en 1939, c'est un poseur de bombes qui est élu à la tête du congrès, ou je ne sais plus comment qu'ils appelaient ça en Inde. Donc c'était peut-être la figure la plus populaire, mais ce n'était absolument pas forcément la figure la plus populaire au sein du peuple indien. Et que de la même manière que l'émancipation, la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, tout se dirigeait pour être encore une fois un énième mouvement pacifiste sans grande envergure? Ce qui se passe du jour au lendemain, c'est qu'en 62, en une nuit, tu as 3000 Noirs qui prennent 9 blocs, qui caillassent des voitures de flics, qui blessent plusieurs officiers de police et qui rentrent en guerre civile. Le lendemain, dans les 2 heures, ils arrêtent la ségrégation raciale dans le centre-ville. Le lendemain, on commence à réfléchir à l'abolir. À chaque fois que tu as eu des Donc exemples... pour toi, c'est complémentaire, entre guillemets? Je pense même pas que c'est complémentaire, je pense que le pacifisme n'avait rien à voir là-dedans. Il y a eu des victoires révolutionnaires par la violence, il y a eu des victoires révolutionnaires avec des pacifistes et des gens violents dedans, mais il n'y a pas eu de victoire révolutionnaire pacifiste. Pareil, tous les militants pacifistes qui disent que les manifestations pacifistes ont accéléré la fin de la guerre du Vietnam, c'est faux. Bon, 5 millions de morts en Indochine, des dizaines de milliers de morts dans l'armée américaine, 3% des officiers américains qui sont tués par leurs propres soldats, c'est-à-dire qu'ils mettent leur prime pour pouvoir exécuter les véreux. Une Amérique exsangue, c'est terminé. Oui, je rappelle que quand Nixon est élu... C'est ça qui fait qu'on arrête la guerre et pas le flower power. Quand Nixon est élu, il y a tous les pacifistes dans la rue. Sur les 4 candidats à la présidentielle, il n'y en a pas un seul qui est pour le désengagement du Vietnam. Donc non, c'est faux. Il n'y a pas de... Je crois qu'il y a un mythe du pacifisme. On confond la non-violence. La violence n'est pas le problème. C'est la cible de cette violence. Est-ce que la victime de cette violence est coupable ou non? Et est-ce qu'on est dans un mécanisme de vengeance ou non? Parce que ce qui rend la violence inexpiable et éternelle et inarrêtable, c'est pas la violence en tant que telle, c'est la vengeance. Mais justement, ça rejoint la question... C'est le talion qu'il faut abolir, c'est pas la violence. D'accord, la question que posait ma bienveillance tout à l'heure, la question en fait peut-être centrale et la question clé du pardon et de la réconciliation. Alors c'est peut-être des gros mots aujourd'hui, si tu prononces ça à des gilets jaunes, il y en a qui vont avoir... vu... Ah non, je trouve pas aujourd'hui moi. Alors, ouais, ton avis là-dessus, ouais. Ah non, mais il faut pardonner, il faut être... Ah bah... Il n'y a que dans le pardon qu'on pourrait être dans la réconciliation, puisque s'il n'y a pas de pardon, on continuera à se dire qui c'est les méchants qui ont commencé à... Ben non, mais c'est les colonisations, ben non, mais c'est les noirs, ben non, mais c'est les machins, ben non, c'est les trucs. Alors qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est l'État. Ce sont les riches et les puissants. Donc au bout d'un moment, tu ne peux pas, sans réconciliation, réussir à faire corps. Mais tu ne passeras pas à côté. Ne jamais pardonner à quelqu'un qui ne regrette pas, sauf si ça lui permet de regretter. Oui, non, pour toi, c'est incontournable alors. Ah, le pardon ne regarde que toi. Moi, je pense qu'on doit pardonner à tout le monde. La justice, c'est autre chose. Et alors, qui est-ce qui commence à demander pardon? Là, en l'occurrence, personne. Non, les représentants commenceront à demander pardon quand ils auront des raisons de le faire, c'est-à-dire quand ils auront peur. Non, mais quand Macron va... Enfin, je sais pas, est-ce que c'est Macron qui... Enfin, constatant le mal qu'il a fait... Non, pas constatant le mal qu'il a fait. Macron... avec 1 million de gens dans les rues qui brûlent la moitié de la France, effectivement s'excusera. Mais c'est là où on n'est pas d'accord. Il n'aura pas de crise
le niveau d'insulte est tellement énorme, ils nous ont tellement insultés et menti, que tu ne peux pas les voir avoir une autocritique en dehors d'une action divine. Et tu crois. Alors, c'est là où moi j'ai la foi, entre guillemets. Et moi, ma conviction. Moi aussi, mais je prends des précautions. Oui. Ma conviction, c'est 1 million de personnes pacifiques dans la rue. Ne changera rien. Ah bah moi je pense qu'aussi. Bah, ça n'a rien changé en Inde, ça n'a rien changé au Vietnam. Ça n'a. Je vais t'en donner un mondial, l'Irak 2003, vendu à l'époque comme ce qui allait empêcher la guerre, qui est vu et souvent cité par les pacifistes comme une de leurs plus grandes victoires symboliques. Ils en sont obligés d'en arriver aux victoires symboliques. Non, ça ne les a pas empêchés. Manif où? Excuse-moi. Dans le monde 2003, entier, ouais, 2003. Dans la planète entière, 1/6 de la planète manifestait contre l'invasion de l'Irak. Ça n'a pas suffi. Donc c'est pas les 200 000... non, c'est pas 1 million même. Mais est-ce que c'est parce que... Et en Espagne, c'était pire. En Espagne, 80% de l'opinion était contre la guerre en Irak. Il y est allé. Oui, et nous, on a quand même, entre guillemets, on n'y est pas allé. Mais c'est pas nous, c'est Chirac qui a dit non. Oui, bah, enfin... alors est-ce que c'est l'action des pacifistes, est-ce que c'est l'action du peuple qui a fait qu'il a dit on n'y va pas? Non, parce que Chirac est un gaulliste. Et Sarkozy y aurait été aussi. Alors, on va rebondir Référendum européen. Oui. Référendum européen annulé par le pouvoir, donc non. Alors, on va répondre à Furax qui répète sa question. Alors, oui, c'est très bien parce qu'il est persévérant. Et merci pour ça. Qui nous dit la seule solution, enfin, l'une des solutions, c'est la fraternisation avec les forces de l'ordre. Mais de toute façon, regarde nos révolutions. La révolution, c'est pas compliqué. C'est des gens qui vont d'un point A à un point B. Entre les deux, il y a l'armée. Et ça dépend de 180 degrés de où ils tournent les talonnettes. Toutes les révolutions se font avec l'aval de l'armée. C'est les pouvoirs régaliens. Sans pouvoir régalien, il n'y a pas de révolution. Surtout chez nous. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer une révolution différente? Parce que là, tu parles du passé, tu dis le pacifisme n'a jamais marché, etc. Imaginons, rêvons, faisons un rêve. Une fraternisation de la police, de la DCRS, qui se disent on passe du côté des gilets jaunes, parce que finalement, ils sont gilets jaunes fondamentalement. Et une marche pacifique. C'est possible. Mais c'est pas. C'est l'outil de la violence qui sera rangé de notre côté et qui dira je ne crois pas que le pacifisme changera quoi que ce soit. Souviens-toi de la parole de Jésus quand on lui dit qu'il est venu apporter la paix. C'est pas la paix qu'il est venu apporter, cette glaive, parce que cette paix ne passera que par ça. Et ce n'est pas lui qui le provoquera, et ce n'est pas lui qui le veut. Mais ce sera inévitable. Ce sont des forces de l'histoire qui sont anthropologiquement là. Ceux qui ont le pouvoir ne le donnent pas, ne le rendent pas, parce que des gens marchent dans la rue avec des fleurs. Parce que il leur en faut plus. Ouais. Il faut changer leur cœur, en fait. Oui, mais je ne vais pas attendre qu'ils changent leur cœur. Moi, je vais les changer tout court. C'est-à-dire qu'on les prend, on les met à côté, et une fois qu'ils sont changés, ils changent leur cœur, ils changent leur moquette, ils changent ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Ils n'ont qu'à changer ce qu'ils veulent. Mais c'est eux qu'il faut changer. Ah ben ça, là-dessus, de toute façon... Et puis quand bien même ils changeraient leur cœur, moi je ne veux pas qu'ils restent là. Ils ont montré leur faillibilité. Ils prennent leur retraite et puis ils vont pas en tôle, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et toi tu prends leur place? Non. Et tu mets qui à la place? J'en sais rien, je fais les élections. Oui, c'est là où c'est compliqué. C'est parce qu'à chaque fois on se retrouve quand même un peu avec le même schéma. Ah non, mais après, ça c'est ce qui se fait dans les médias. Mais je pense qu'il faut faire une assemblée constituante, il faut réécrire la constitution de A à Z. Il faut tout refaire. Il faut que le peuple décide de ses lois. Il faut que le peuple comprenne ce qu'est une loi, déjà, aujourd'hui, parce qu'on vit dans un mythe. On ne fait plus de loi aujourd'hui. On fait des directives. Et puis on applique aussi ce que nous dit Bruxelles. Enfin, on applique ce que nous dit Bruxelles. Alors attends, tu parlais de Jésus tout à l'heure. Moi, on va continuer là-dessus parce que je voulais te poser la question par rapport au christianisme. C'est un sujet qui te tient à cœur, je sais. Perso, je pense qu'il faudra mettre la pression sur les politiques. Est-ce que tu penses que dans cette révolution qui se passe là sous nos yeux, les chrétiens en particulier ont un rôle à jouer? Ah oui, dans les centrales. Les chrétiens sont probablement la communauté religieuse qui a le mieux compris quel était le sens profond du sacrifice. Et vu que comme c'est souligné là, il y aura des sacrifices à faire, la place des chrétiens sera centrale. Et comment alors? De quelle manière? Comment tu... Ah mais ça justement, ça c'est une affaire qui est dans leur cœur. Il faut que nous redevenions tous des chrétiens, y compris ceux qui ne le sont pas. Ça ne veut pas dire que tu dois épouser la foi chrétienne. Il faut dire que ce que la Grèce nous a apporté d'héritage et la façon que nous avons par exemple de lire un texte soit la façon qui l'emporte dans la société française. Que nous soyons capables de raisonner en chrétien, c'est-à-dire de savoir que
Ce n'est pas parce que la majorité désigne un bouc émissaire que ce bouc émissaire est nécessairement coupable. Ce qui est la grande innovation du judéo-christianisme, et pas que Jésus, dès Joseph, haï de la foule de ses frères, et pourtant le texte nous dit, c'est lui qui a raison. Parce que jusque-là, les mythes disaient que le bouc émissaire était coupable. Oedipe est vraiment coupable de parricide et d'inceste. Là, non. Donc, comprenons que tout se joue là. Cette chose que nous avons compris, c'est pour ça que les soi-disant nouveaux militants antiracistes qui disent que l'homme blanc est responsable de tout, l'homme blanc a quand même structuré une religion qui est celle qui a compris le plus en profondeur, elle est passée à côté d'autres trucs, hein, les mécanismes profonds de la violence et de la paix. Et du sacrifice. Donc, alors attends, on revient sur la question du bouc émissaire. Là. Nous savons, nous, que les chrétiens sont ceux qui permettront justement peut-être d'éviter de basculer dans l'infini de la violence. Ah! Parce qu'ils ont compris, eux, que la violence était certes nécessaire, mais pouvait y mettre fin. Le Christ y met fin, dans le mythe. On est d'accord que c'est pas une solution quand même. De la violence. Mais ce n'est jamais une... Si, c'est une solution. Ça dépend... Si, c'est une solution. En 1789, la violence est une solution. Dans l'Inde de Gandhi, la violence est une solution. En Palestine, la violence est une solution. Et aujourd'hui, il y a des politiciens qui entretiennent ce mythe et qui nous appellent à la morale perpétuelle. Et je pense qu'en tant que chrétien, il ne faut pas se laisser avoir par cette escroquerie qui tendrait à dire que nous sommes les premiers pacifistes bébêtes. Le pacifisme, c'est l'étatisme. C'est une des mamelles de l'étatisme. L'État n'a peur que de la violence et l'État fait tout pour endiguer la violence. Donc, en ce que tu nous dis, donc cette violence pour toi, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais vu que nous n'avons compris dans le mythe quand est-ce qu'elle naissait et quand est-ce qu'on y mettait fin, nous pouvons y mettre fin. Mais quand il le faudra. Mais la violence ne doit pas être éternelle. Si c'est pour que Macron dégage et que ceux qui le remplènent soient vengés, c'est le talion perpétuel qu'il faut empêcher. Cette violence, nous ne l'empêcherons pas comme le Christ lui-même n'a pas pu l'empêcher. Néanmoins, il faudra y mettre un terme, il faudra y mettre fin. Et une société qui n'aurait pas une morale dont le but est fondamentalement de mettre fin à la violence, même si c'est l'objectif de toutes les religions. Et c'est là que les chrétiens peuvent intervenir. C'est là que les chrétiens interviennent. Avec la question du pardon, notamment, peut-être. Avec la question du pardon. En fait, moi je pense surtout bêtement, il faut que les modèles que nous allons reconstruire sur les ruines de l'ancien soient inspirés de notre chrétienté. C'est-à-dire de dire non, cette fois-ci, nous n'allons pas recrucifier le Christ, nous n'allons pas redésigner de bouc émissaire, nous allons cette fois-ci comprendre que dans ce système, nous sommes une cause du problème et que ce n'est pas le mec d'en face qui est responsable. Donc Macron n'est pas responsable. Macron n'est pas le bouc Macron est émissaire. un rouage. Non, mais d'accord, mais la haine qui se focalise sur Macron, c'est quelque part, c'est le schéma du bouc émissaire. Ah, mais c'est pas parce qu'il y a eu des boucs émissaires qui n'étaient pas responsables que Macron n'est pas un bouc émissaire responsable. non, mais j'essaie de... Macron a une part énorme de responsabilité de la violence. Mais sauf que le problème, c'est que c'est pas vers Macron qu'on tend nos problèmes. C'est vers l'épicier arabe du coin, c'est vers l'homo, c'est vers le blanc même pour certains, c'est vers toujours des gens qui étrangement appartiennent à la catégorie du prolétariat, qui finit toujours par morfler en premier. C'est pas lui le bouc émissaire, hein. Pour l'instant, Macron. Qu'il arrête, il reçoit quoi 3 mails désagréables par jour? Arrête de m'emmerder. Tu vas dans la rue, il y a quand même une haine envers Macron qui est quand même phénoménale. Mais il y va pas dans la rue, alors il la vit pas. Ah d'accord, ok, mais enfin... Il n'en souffre pas de cette violence. J'imagine qu'il est quand même un petit peu au courant. Ah, mais il est au courant, mais est-ce que ça veut dire qu'il en a quelque chose à faire? Visiblement, pour l'instant, non. Donc, voilà. Non, mais je ne dis pas que j'ai des solutions. Non, bien sûr. J'essaie de creuser avec toi et de comprendre ta position et de dire, sur la question de la solution... Non, mais ta vision par rapport au fait que les chrétiens... Il va falloir qu'on se fasse violence pour assumer la violence, et il va falloir ensuite qu'on calme cette violence. Assumer cette violence. Quand Macron, mais nous devons assumer. Quand il était en voiture, il faut qu'on crée un système. Voilà, vous êtes très nombreux à réagir là. Il faut qu'on crée un système plus équitable et qui préserve notre futur. Vous pouvez regarder toutes les solutions qui sont proposées dans le livre de Greg. C'est pas un démon comme Saint Vincent avec son épée. Bon, ça va, on n'a pas trop raté. Je te dis pas que nous devons provoquer la violence. Je te dis qu'elle est. On doit l'assumer. Et... Elle arrivera. Nous sommes arrivés à un niveau de déconstruction de nos structures traditionnelles qui font qu'on ne pourra pas reconstruire sur autre chose que des ruines. On pourra en parler pendant des heures. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus pendant des heures, qui va durer une bonne heure, sur le déconstructivisme des années 60, sur plein de trucs. Mais je ne pense pas aujourd'hui que nous pourrons sortir de cette situation sans ce que Churchill appelait la sueur et les larmes. Il y aura de la sueur, il y aura des larmes.
Alors, tu dis on aura besoin des chrétiens à un moment pour sortir de la violence. Nous en avons déjà besoin. Alors, c'est ça que ma question suivante. Une tempête magnétique pourrait le permettre, ça va dans tous les sens. Oui, ça part dans tous les sens, effectivement. Oui, non mais... Il y a Dominique qui nous parle de la prière et de la méditation. Ah bah, c'est le cœur de la vie intime du chrétien, la prière. Alors, tu dis, on en a besoin maintenant. Et est-ce que justement, c'est pas là où on en a besoin, par la prière, la méditation? De quoi? Des chrétiens, de cette force intérieure, de cette force d'amour, quoi, intérieure, qui pourrait se diffuser au monde, quoi. Je crois qu'elle ne se diffusera pas simplement par l'action de la prière. C'est pas... T'as une tête de meuble Ikea, mais c'est sympa ça pour les magasins but par exemple. Je trouve ça pas cool du tout. Un white hat faisait chanter le système, ce serait un miracle. J'ai pas compris. J'ai pas vu. MDA. Va à Notre-Dame si tu veux. Ouais, j'irai à Notre-Dame pour prier, ouais. Mais alors quand tu dis on en a besoin aujourd'hui, alors j'aimerais bien que tu développes, si c'est possible. Nous avons besoin de quoi? Des chrétiens. Je te dis, nous avons besoin de la pensée chrétienne pour rebâtir un modèle. Après, dans l'action immédiatement, nous avons besoin de tout, qu'ils soient chrétiens, qu'ils ne soient pas chrétiens. Ouais. Nous avons besoin d'humain, nous avons besoin d'humanisme dans un premier temps, et puis nous aurons besoin que cette société qu'on construise se base sur quelque chose qui ait au moins pour objectif de mettre fin à l'infini de la violence. Ah, les white hats, ce sont les hackers qui agissent pour l'intérêt collectif Oui. via des actions radicales. Faire Exactement. tomber aussi les loges maçonniques. La Révolution française a ruiné les valeurs chrétiennes de la France. Wikileaks qui défend le peuple, on est tous chrétiens, c'est juste, il y en a qui ne le savent pas encore. Après, ceux d'autres religions, peut-être, ils peuvent se sentir un peu perturbés, peut-être par ça. Peut-être. Mais qui? Musulmans ou juifs, peut-être. Les juifs ont dans leur texte... Les mêmes valeurs, ça que tu veux dire? Non, mais ce statut, en tout cas, de l'innocence de la victime expiatoire. Les musulmans, oui, peuvent, oui. Il y a 20 ans, ça se passait très bien, et je pense qu'il y a des problèmes spécifiques avec l'islam, c'est pas le sujet d'en parler ici. Beaucoup de musulmans sont beaucoup plus chrétiens qu'ils ne le pensent, c'est-à-dire dans la conception qu'ils ont, leur rapport au pardon, leur rapport à l'amour, leur rapport à la responsabilité individuelle, leur rapport à la valeur de la vie humaine, etc., qui est une influence majoritairement grecque. Et malheureusement, de plus en plus de gens aujourd'hui commencent à nier ça, parce que des intérêts économiques ont fait que des idéologies foireuses se sont infiltrées en France. Et ailleurs. N'oublions pas la paix et l'acte de pardon. Oui, merci. Alors, il y a l'initiative Jeter des fleurs que j'ai lancée. Je vais quand même en dire un petit mot. Oui. L'idée, c'est de proposer, mais bon, visiblement tu n'es pas convaincu, aux artistes de financer des fleurs. Parce que certains artistes ont quand même voulu soutenir à un moment les Gilets jaunes en se disant il se passe quelque chose. Et puis c'est quand même grâce à eux, grâce à ces gens-là que je vis. Donc l'idée, c'est de leur proposer de financer des fleurs pour que les Gilets jaunes puissent manifester. Ils en font quoi des fleurs? Donc ils les prennent, ils les distribuent, donc ils sont distribués aux gens, aux foules de manifestants. Parce que comme les médias veulent des images, on leur en donne. Avec des milliers de fleurs pour manifester. Et donc, ils vont ensuite, sur les Champs-Élysées, les jeter au pied de l'Arc de Triomphe. En signe de réparation aussi par rapport à ce qui s'est passé le 1er décembre. Ça peut être un acte symbolique fort. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que ce qui ferait peur à Macron là, c'est pas le fait que les gens aient des fleurs. Non. Ce qui fera peur à Macron, c'est que des millions de gens ont pu avoir l'idée de faire le même geste. Donc il y a une autorité ou quelque chose qui peut les faire basculer dans autre chose dès l'instant où ils le veulent. C'est ça qui leur fera peur. C'est pas le pacifisme de la... Ah oui, non mais alors tu rejoindrais, par rapport à cette idée... Ah mais ça leur ferait très peur. Mais ça ne serait pas suffisant pour qu'ils dégagent. Si on veut faire un compromis avec le pouvoir, ça peut marcher, mais il n'y a pas de changement de pouvoir sans passage par l'action violente. Mais ça peut effectivement leur faire très peur. Ah bon, alors quand même, tu soutiendrais, toi... Mais pas parce qu'il y a des fleurs. Non, parce que ce serait une action collective forte d'1 million de personnes, par exemple. Bah oui. Et que c'est en ce sens-là que pour toi, ça leur ferait peur. Ok, je comprends. Mais tu fais la même sans fleurs, tu fais la même en faisant la Marseillaise. Oh, mais ils ont très peur. Au moins, t'as du visuel. Et aujourd'hui, les médias, ça joue aussi quand même. Hein. Oui, bien sûr. Joub dit, donc tu appelles à la violence ? Non, j'incite absolument pas. Ça, c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie qui est celle qu'on répond à tous ceux qui constatent la violence. C'est ce qu'on dit à Chouard tout le temps. Vous incitez. Je n'incite pas. Je définis que cette violence, de par le chaos qu'ils ont semé depuis longtemps maintenant, me paraît extrêmement difficile à éviter.
D'accord. Donc, C'est toujours le même problème. Ceux qui pointent du doigt un problème sont souvent accusés de souhaiter le problème. On dit, si je te dis que nous avons un risque d'aller vers la guerre civile, tu vas me dire tu fais l'apologie ou tu incites. Je n'incite pas, je souhaite éviter. Je dis que c'est un phénomène je ne la veux pas, la violence. tu la rejettes, tu la condamnes. Je la rejette, je ne la condamne pas. Je la rejette, je n'en veux rejettes. pas. Tu n'en veux Mais je pas. ne veux pas condamner. C'est quoi cette... Déjà, on ne peut pas condamner la violence. Non, mais tu Parce claires qu'on condamne... là-dessus, tu la condamnes. On Enfin, tu la rejettes. condamne toujours l'individu qui la commet. Si moi demain, un jeune, je sais pas moi, africain qui vit dans un joug d'un béquet blanc, enfin d'un antillais qui se fait malmener, mettre en esclavage, frapper la gueule, qu'on a violé sa femme, qu'on a vendu ses gosses au marché, et qui va aller choper le mec qui le met en esclavage et l'étrangler, je vais pas le condamner de la même façon qu'un blanc privilégié de centre-ville qui va étrangler sa femme parce qu'elle a refusé de lui faire à bouffer. C'est pas la même chose, donc c'est pas la violence que je condamne. Il faut prendre cet aspect-là. On ne condamne jamais la violence, on condamne l'individu qui la commet. Et il y a des individus qui ont toute la misère du monde sur le dos et pour qui, comme le disait l'abbé Pierre, il ne reste plus que la violence. Et vous avez plus de sang sur les mains, tu connais la suite. Et cette violence, elle est en nous, en chacun de nous aussi. Enfin, c'est peut-être à chacun aussi de faire ce travail intérieur par rapport à sa propre violence. Oui, bien sûr. Parce que cette violence, si elle n'est pas encadrée au préalable, tu ne sauras pas l'exprimer. Le Christ exprime de la violence face aux marchands du temple, mais cette violence est parfaitement canalisée. Une petite vidéo YouTube avec Stop Violence et la paix avec Jeter des fleurs. La violence des forces de l'ordre. Oui. Moi, ce que je condamne, c'est la violence des forces de l'ordre de Benalla qui agissent en toute impunité. Oui, parce qu'on nous a vendu le mythe que l'État aurait le monopole de la violence légitime, ce qu'on appelle en droit la violence légitime. C'est faux. L'État n'a absolument pas le monopole de la violence légitime. Certainement pas. C'est le pauvre qui a la violence, peut-être, je sais rien, mais c'est pas l'État. C'est chaud ce soir, chers amis. Il nous reste pas beaucoup de temps pour... Mais non, le temps passe vite avec Greg. En tout cas, le débat est... On rediffusera tout ça déjà. Non pas houleux, mais péchu. La Benalla. Joli. Bien vu Ninja, bravo. Non, je voulais peut-être terminer... Enfin, vous avez peut-être sans doute quelques questions, mais voilà, on va... Moi, j'aime bien aussi faire des interviews limitées dans le temps, parce que sinon, ça peut durer 4 heures. Ça t'est déjà arrivé. Et c'est bien aussi de concentrer le propos, et ensuite, j'aime bien aussi le résumer, tu vois, essayer à la fin de le resynthétiser pour garder l'essentiel du truc. Un petit geste pour les youtubeurs, j'ai pas compris. Oui, je me disais, je voulais poser une question, et peut-être que vous en avez d'autres juste avant de terminer, par rapport à l'incendie de Notre-Dame, par rapport à l'élan qu'il y a eu, l'émotion en France, et puis l'avalanche de dons, etc. Est-ce que cet événement-là ne serait pas peut-être le prémisse d'une forme de réveil, de réveil de solidarité, de fraternité, un réveil spirituel peut-être? On ne sait rien, ou c'est le début du chaos, ou c'est rien. Parce que si c'est le 11 septembre français, le 11 septembre a quand même été plutôt la fin de l'Amérique que son début. Hein. La fin du modèle, on va dire, positif américain, je n'en sais rien. C'est une conséquence déjà de certains disent du hasard, mais moi j'y vois surtout une synchronicité. Ah bah c'est étonnant quand même. Oui. C'est une porte ouverte qui peut, en fonction de ce qu'en font les gens, donner sur on oublie, ou on passe le début d'un embrasement, ou le début d'un calme, ou quelque chose qui a marqué les gens et qui leur a peut-être enlevé quelque chose qui les plonge dans un état où ils se disent que les choses commencent à être un petit peu, tu sais, comme dans les films, un peu exceptionnelles. Et c'est là où les gens font souvent des choses un peu exceptionnelles. Il y a... Beaucoup de cœur, tu reçois beaucoup de cœur. Oui, tu connais un peu. Oui, tu connais Périscope. Ouais. Non, c'est pas ça que je vais sur Périscope. On savait même pas que c'est en baptême de Péri. Oh, super. Je ne savais pas que ça existait. Oui, je devrais je savais que ça existait, mais je n'y avais jamais été. Ah bah c'est super, je suis ravie de vivre ce moment. Il n'y a aucun réveil du tout au Sri Lanka. Oui, non, mais oui, c'est sûr. Alors, non, mais il y avait un petit défi là de jeter des fleurs qui nous dit peut-être que dans une de tes vidéos, faire un petit message d'appel aux fleurs ou à. Je peux essayer de glisser quelque chose. Ah, sympa. Ouais. Ah punaise. Je vais faire beaucoup de vidéos de FAQ prochainement, donc des choses où je réponds aux gens et je parle de choses annexes en fait sans me poser sur l'actu, donc là je peux en parler. Attends, mais ils sont trop contents, la chouette.
Donc hashtag jeter des fleurs, c'est un truc que tu peux... Il y a un hashtag, ok. Ouais, c'est hashtag jeter des fleurs. Ok. Donc, tu me le donneras avant de faire la vidéo, je te dirai, comme ça tu pourras donner le hashtag et puis j'en glisserai un mot dans le cadre de cette vidéo, j'en parlerai. Ouais. Ok. C'est noté, c'est noté. Faisons-le. Trop bien. Eh ben Lisa est super Puis de contente. toute façon, le live sera rediffusé. Donc Il moi, reste en replay. je le partagerai sur Twitter. Ah donc bah les alors là, gens si le tu verront. partages, c'est la folie. Donc, Ah, c'est la folie. naturellement, en fait, ça se fait au moment où on le fait, puisque y a des gens qui vont venir, en fait. C'est un peu bête ce que je dis. Du coup, mais non, mais oui, j'y ai pas pensé. Parce que moi, je les rediffuse jamais les lives, donc c'est pour ça que je qu'il y a des gens qui les rediffusent. Oui, c'est vrai que là, effectivement, ça sera rediffusé. Est-ce que vous avez une dernière question pour Greg Tabibian? Est-ce que toi, Greg, tu as envie de nous résumer ton propos? Moi, je vais essayer après de redire juste un peu rapidement ou de nous dire... Non, on a axé ça énormément sur l'idée de violence. C'est vraiment un truc parmi d'autres. Je pense qu'il y a énormément de conquêtes à faire qui passent déjà pas par la violence, mais par l'intelligence. C'est-à-dire que avant de reprendre les armes, par exemple, pour voter nos lois, il faut qu'on explique aux gens ce que ça veut dire voter une loi. Et les gens ne savent plus ce que c'est. Pourquoi une loi, par exemple, est censée être faite. Il y a beaucoup de choses. Il y a la loi, l'esprit des lois. C'est pareil. On veut tous redevenir citoyens, mais on n'a plus le socle théorique de ce que signifie la citoyenneté. Donc il y a énormément de conquêtes intellectuelles à faire. Et une fois que nous aurons fait ces conquêtes, il faudra se poser devant l'adversité qui nous empêche de les appliquer. Et là, malheureusement, il ne restera que très probablement la violence. Mais d'ici là, il y a beaucoup de batailles à livrer contre soi-même. Et pas contre soi-même d'ailleurs, c'est faux. Contre ceux, surtout, qui nous poussent à croire un certain nombre de choses, c'est-à-dire contre une bien-pensance, contre une oligarchie médiatique, contre des gens qui nous poussent en permanence à avoir des visions fausses de ce qu'est encore une fois une loi, de ce qu'est le racisme, de ce qu'est la paix, de ce qu'est la légitimité. Pour sortir de ça, on lit, on regarde tes vidéos, on regarde beaucoup de vidéos on lit sur YouTube. surtout, on coupe la télé. On coupe la télé, on lit. La question c'est ça, hein, c'est... Non mais il faut la garder la télé. Il faut aller lire Richelieu sur la séparation des pouvoirs et puis ensuite regarder un discours d'Emmanuel Macron à la télé. La télé, elle est le réceptacle de la parole politique. Donc, une fois que tu t'es un peu déstructuré dans ton truc et restructuré autour de choses saines, bah, il faut bien être confronté à la politique pour voir à quel point. Je te jure qu'il y a mais il faut être préparé. Par exemple, on ne sait pas la détresse psychologique que tu peux ressentir quand tu viens de lire, 150 pages de Maurice Barrès et que tu tombes sur un discours de Marlène Schiappa. Le choc est tellement énorme que je prends Barrès, par provocation, j'aurais pu en prendre un autre, j'allais dire de Maistre, mais non, mais tu peux prendre beaucoup d'auteurs, même si tu veux. Quand tu t'es lu 80 pages de Victor Hugo, on prend le camp d'en face, et que tu vois Christophe Castaner parler de République, t'es pas prêt. Tu as un choc, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu retournes pas à la médiocrité de la télé, tu finis enfermé, comme Léon Frey, les gens comme ça, à être, tu sais, très dans leur bulle de l'esprit, mais il n'y a que parce qu'il y aura une confrontation réelle et que cette confrontation sera violente par rapport à ce que les gens ont emmagasiné, que là ils verront qu'il y a un problème. On leur apprend que c'est normal ce qu'ils voient. Bon, à un moment, toute société saine ne marche pas comme ça. Quand tu vois que des trucs comme le Watergate ont foutu des présidents dehors, il se passe aujourd'hui 3 Watergate par jour en France. Mais c'est incroyable, il faut aller jusqu'où? En tout cas, si chacun peut, tous ceux qui sont dans la room ce soir, peut, entre guillemets, diffuser ce message, parce qu'il y a encore des gens qui regardent la télé, il y a encore des gens qui s'abreuvent aux médias mainstream. C'est sympa de la part de Greg d'être venu partager sur... Oui, c'est surtout sympa à vous d'être venu. Là, on n'est pas nombreux, mais une fois que je partagerai le replay, on sera nombreux sur le replay. Ouais. Et que penser des tweets de Macron? Bonsoir Sylvie, bonsoir Salima, merci d'être là. J'ai plus de télé, Loulou. Je crois que tu as bien fait de ne plus en avoir. Bah ouais, t'as bien fait. Donc, du coup, oui, tu voulais reconcentrer le propos en disant, c'est peut-être avec sa tête d'abord, son intelligence, son cerveau, qu'il faut commencer entre guillemets la lutte. C'est même pas une question d'intelligence, c'est une question de définition. De culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des notions essentielles, comme par exemple l'État, la démocratie, la République, la citoyenneté, le racisme, la violence. Des mots qui nous sont dits. Tu demandes de bosser. Mais non, mais c'est pas ça, c'est de s'apercevoir que les mots qu'ils donnent, les définitions qu'ils donnent ne correspondent pas à la réalité ou aux réalités de ces notions. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, je suis extrêmement surpris, tous les politiciens de la République En Marche, qu'on voit sur les réseaux sociaux, confondent la démocratie, la République et l'état de droit. S'ils te disent, aujourd'hui, nous sommes en République parce que nous avons le droit de vote. C'est faux. Mais tout le monde n'a pas fait des études de droit, ou tout le monde n'est pas juriste. Oui, mais eux, ils sont quand même censés diriger l'État. Il te dit, la démocratie, c'est le respect de la loi. Pardon? La démocratie, c'est l'état... Non, le respect de la loi, c'est l'état de droit. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est une notion qui n'a rien à voir.
Et tu vois, ils te disent des définitions. Mais la question, c'est comment tu décryptes tout ça? Mais ça prend une après-midi. Oui, non, mais Tu regardes la classification des régimes antiques par Aristote, tu la lis, il y en a 8, tu les regardes, tu vois que ceux qui te disent, c'est la définition de l'oligarchie, ce n'est pas la définition de la démocratie participative. Mais est-ce que là, parmi ceux qui sont là, chaque fois que vous entendez un mot, vous allez chercher la définition, etc. T'imagines, tout le monde fait pas Non, mais ce travail il y a intellectuel. 10 mots essentiels. C'est vrai que par exemple, je ferais peut-être un jour une vidéo, tu me donnes une idée pour dire, voilà les mots qu'on emploie très très mal et qu'il faudrait que vous fassiez une définition, parce qu'il n'y a pas la vraie, il y a les définitions de la démocratie de Baruch, mais pas celle de Robespierre. C'est des copains de mon coworking, ils sont là. Ils sont pas là pour Mais au moins prenez une définition sérieuse. Parce que les gens ont voté n'a jamais été la définition d'une république. Et les gens respectent la loi n'est pas la définition de la démocratie. Donc attention au vocabulaire et surtout lire. Moi je retiens ça. En arnaque, les moins intelligents, c'est connu. Je rappelle. Lire ou écouter des livres, c'est aussi. L'autre jour, je voyais un live de Teddy Boyaressa et il y avait Dorian Chandelier qui était là et qui disait arrêtez avec le mythe de il faut être obligé de lire. Non, si pour vous mettre un audiobook c'est la meilleure façon d'écouter des livres ou d'avoir accès à la culture, faites-le. Et aussi arrêtez de dire je lis pas de livres parce que je lis pas jusqu'au bout. Tu peux t'arrêter, il y a des romans, t'as lu c'est comme des jeux vidéo. Il y en a, t'as fait les 8 premiers niveaux, les 8 premiers chapitres 100 fois, mais t'as jamais été au bout et tu les reprends tout le temps. C'était valable le coup de il faut lire les livres quand il n'y avait pas internet et que pour l'orthographe on était obligé de lire. Mais aujourd'hui, simplement regarder les commentaires d'une chaîne YouTube ou lire des mots qui se conjuguent, les mots de la langue courante, tu peux le faire partout sur internet, même en regardant des revues de jeux vidéo, c'est pas la question. Et puis il y a les techniques de lecture rapide voilà. aussi, que je ne connais pas d'ailleurs parce que je suis régalée, je l'ai lu. Pour moi c'est rapide, je l'ai lu en 3 jours. Pour moi c'est rapide. Ah voilà. Bon bref. Mais en tout lisez cas, ou... celui-là il est hyper accessible et c'est très oral comme langage. Après, on peut ne pas tout partager et le but c'est ça, c'est l'échange et le dialogue. Je partage pas tout non plus parce que j'en ai écrit que la moitié, enfin j'en ai écrit même moins que la moitié, mais j'ai théorisé une partie et puis il y a des choses où on sera pas d'accord. C'est le livre de Greg Tabibian. Si on veut continuer la discussion, si on veut apporter des solutions, parce que là aujourd'hui on en a parlé un petit peu, mais on a fait qu'effleurer le sujet en 1 heure, même pas, on ne peut que... Bon, moi je retiens le pardon, je retiens... Alors, toi, tu parles de la violence nécessaire, entre guillemets. Là, on n'est pas forcément d'accord, parce que moi, je suis persuadée que le pacifisme peut... Inévitable, ça te va? Elle est inévitable, ouais. Ça veut dire qu'elle peut être tragique. Voilà. Mais elle n'est pas malheureuse au sens premier du mot. C'est malheureux. Non, c'est pas malheureux, c'est tragique. C'est inévitable. Je dis en vrac tout ce que je retiens de ce moment. Donc, de changer forcément le système, de passer par cette phase-là et surtout par la question de la reconstruction et que les chrétiens ont un rôle à jouer dans cette reconstruction. Oui. Et nous poser des questions pour reconstruire un système où on sait vraiment tous se réunir pour se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on entend par démocratie, qu'est-ce qu'on entend par république, qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté. Des ateliers constituants, de toute cette... Participer, oui, à ça. Donc si on veut participer, ou si les gens là, ceux qui nous suivent veulent agir, etc., ils te retrouvent sur le site, sur un site, sur tes vidéos Oui, là, je vais avoir quelques vidéos humoristiques encore cette semaine. Je suis pas content la chaîne. Je suis pas content TV, et puis après, je vais revenir à une grosse, parce que les gens, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, une grosse vidéo d'1 heure où on va aborder plein de sujets sérieusement politiques, y compris certains qu'on a commencé à effleurer ce soir. Et à partir de ce moment-là, nous irons un petit peu plus loin. Ça lancera d'autres sujets de vidéos plus sérieuses. D'ailleurs, en ce moment, je lis, parce que beaucoup me parlent sur la violence, je lis un bouquin. Alors, je n'adhère pas aux idées politiques qui sont derrière, qui sont beaucoup trop à gauche pour moi. Comment la non-violence protège l'État. Et le premier chapitre est intéressant parce qu'il casse les différents mythes successifs des victoires historiques du pacifisme. La deuxième partie, comme quoi la non-violence est raciste ou systémique ou je sais pas quoi, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, c'est le sujet qu'on a abordé en partie aujourd'hui. Salima, juste pour terminer, c'est la fin de ce live. Et donc, Greg Tabibian, je le rappelle, est youtubeur, humoriste. Il a cette faculté, assez inédite d'ailleurs, de parler de l'actualité politique de manière assez acerbe et en même temps avec beaucoup d'humour. Ce qui permet d'accrocher à l'actualité politique et de se dire « Ah ouais, en fait, on nous en tue. » On est des milliers à le faire. J'ai des centaines de confrères sur des radios anonymes qui le font tous les matins de faire des piges. Le truc, c'est que malheureusement, on ne voit pas ces gens-là à la télé. Voilà, c'est ça. En tout cas, il ne faut pas dire que c'est à part. On est très nombreux à le faire. Et toi, sur les médias, sur le mainstream, un jour? Non. Non, écoute, j'ai écrit un bouquin, on fait une émission dessus, on ne me contacte même pas pour que j'y aille. Donc, mais le but, ce serait quand même de pouvoir avoir cette audience-là, on est d'accord? Oui, mais il y en a d'autres qui occupent le terrain médiatique à ma place.
Oui, bah il serait temps que tu leur prennes la place. Ah non, non, mais pour défendre même ce livre, Ah bon voilà, on est deux dessus. Moi, D'accord. je ne suis pas dedans. Il y en a qui aiment plus ça ou qui ont plus envie. Toi, c'est pas ton truc. Ça ne me paraît pas incroyablement nécessaire, surtout si on ne me demande pas de venir. Voilà, donc, Ok, ça c'est fait. donc voilà, si moi ma présence n'est pas nécessaire, il n'y a aucun problème. Effectivement, je préfère passer un samedi avec des potes qu'un samedi soir chez Laurent Ruquier. Ça, c'est une certitude. Ah ouais, mais quel dommage. Ah bah, quel dommage, oui, peut-être. Mais, Attends, tu as commencé Pardon, excusez-moi. Pardon. Tu as commencé l'interview en disant qu'il fallait occuper le terrain médiatique et harceler les standards. Ah oui, non, non, mais il ne faut pas qu'on ait des autorités qui occupent le terrain médiatique. Je ne veux pas ça. Je veux qu'il y ait 200 personnes qui occupent physiquement l'émission pour dire maintenant on fait une émission populaire de débat citoyen. Je veux pas qu'il y ait un mec qui arrive, qui se fasse applaudir par le public et qu'on dise c'est génial, où est-ce qu'on peut vous lire. Ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, moi je dis juste un petit truc, c'est que moi, à ma connaissance, hein, des gens qui ont ta répartie, ta culture, ta connaissance, etc. Il n'y en a pas non plus des masses dans le scope. Donc je pense que non, mais c'est pas du tout de... Non, mais moi je te dis que si. Je te dis que j'en vois tous les jours. De la pommade ou quoi que ce soit. Après, là, je vais aller boire un coup avec un ami à moi qui j'ai fait mes classes sur Girard au comptoir du PMU. Je peux dire que lui, niveau Girard, on est sur du 4 doctorat là quand même. Donc non, Oui, d'accord. Mais après, c'est une question de savoir l'exprimer et clasher le mec d'en face dans un jeu de télé. Ces gens-là se font massacrer. Bon, c'est le problème. Oui, mais c'est là où tu as, je pense, un talent qui est fait pour peut-être être un peu plus exposé. Bon, ça, c'est mon avis. Et... Non, mais je pense qu'on en a besoin, en fait. Tout simplement. Après, les casser, oui, les casser, effectivement, peut-être, oui. Bah, je veux dire, être dans cette répartie-là et avec tout ce que tu... Non, mais après, moi, si on m'invite, j'y vais. Mais je ne veux pas pousser à ce qu'on m'invite. Si on ne veut pas m'inviter, je ne vais pas me battre pour qu'on m'invite. D'accord, ok. Bon. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Je sais pas. Le mot de la fin, espérance. Eh ben, j'avais le même en tête. Ah ouais? Je te jure. Eh ben voilà. Il y en a que 7, hein, on tombe rapidement dessus. Non, mais c'est... Oui. Non, mais oui. Bah, je veux dire, quand même. Bon, bah alors, espérance. Merci les amis d'avoir suivi. Il y en a 7 des vertus cardinales. Non, il y en a 4. Plus 3 théologales. Ah oui, je crois. Autant pour moi. Mais c'est pas grave. C'est Lisa, merci à tous d'avoir été là. Oui, c'est assez beau là ce qui vient de se passer. J'avoue que... Non, mais voilà. Il y a une... Bon, moi je crois à la force de l'amour. Et du pardon. Merci Greg. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Je ne peux pas citer tout le monde. On fera un débriefing. Oui. Gros poutou comme dirait Philippe. À très vite. Bisous, bye.